Bien, comme toujours. Alors aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre d'histoire. Du coup, grand 1, affirmation et mise en œuvre du projet européen depuis 1945. En effet, comment est-ce que ce projet européen s'est mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ce projet européen? En effet, c'est un projet de paix. Donc, l'Europe unie, un espace de paix et de démocratie. Les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct en 1979. Pour faire un petit point justement sur comment est née cette Europe, n'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo, je vous ai mis le lien dans le fichier. Et comme toujours sur Pronote et en dessous de cette vidéo-là, bien entendu. Voilà. Donc rappelez-vous, on sort tout juste de 3 guerres franco-allemandes en 70 ans. Voilà. La guerre franco-allemande de 1870 qui amena à la formation de l'Allemagne. La Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, durant laquelle les deux pays furent deux des principaux protagonistes, rappel du chapitre de cette année. La Seconde Guerre mondiale, durant laquelle la France puis la France libre combattirent l'Allemagne nazie. Voilà, donc on est maintenant dans ce chapitre sur le projet européen. Donc dans votre tête, vous devez toujours garder à peu près les bornes chronologiques de la décolonisation, du monde bipolaire, parce que tout ce chapitre-là, le projet européen et ce monde pluripolaire se passent en même temps. Voilà, juste ici, on attaque la dernière partie du programme. Le monde d'aujourd'hui. Le savez-vous? Sur le drapeau européen, le nombre d'étoiles est invariable, 12 étant considéré comme un nombre idéal depuis l'Antiquité. Les étoiles forment un cercle, figure qui n'a ni début ni fin, symbole de perfection et d'union. En effet, du coup, ce symbole européen, c'est vraiment un symbole d'unicité, d'accord, où chaque État doit être l'égal de l'autre, en fin de compte. Donc l'Europe unie, un espace qui s'élargit progressivement. En 2004, l'Union européenne accueille 10 nouveaux membres, dont la République tchèque. À Prague, les Tchèques célèbrent leur entrée dans l'Union européenne le 30 avril 2004. Donc après la Seconde Guerre mondiale, le contexte de la guerre froide encourage à un rapprochement des pays de l'Europe de l'Ouest. Les traités de Rome en 1957 instituent une communauté économique européenne qui mène des politiques à l'échelle européenne. Le projet européen est approfondi en 1992 avec la signature du traité de Maastricht qui donne naissance à l'Union européenne. De 6 membres en 1957, l'Union européenne est passée à 28 en 2016. De nombreuses réalisations concrètes comme l'euro, l'espace Schengen, etc. font de l'Union européenne une association de pays inédite dans le monde. Elle est devenue la première puissance économique mondiale. Définition à connaître dans votre livre, page 129, donc CK, CEE, élargissement et espace Schengen. Alors, pour CK, CEE, espace Schengen, ce sont des rappels de quatrième, donc celles-là, il faudra les inscrire dans votre fichier. CK, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est née en 1951. Premier rapprochement en fin de compte. CEE, la suite de la CK, Communauté économique européenne, qui est née en 1957. Élargissement. Ouverture de la CEE, puis de l'Union européenne à de nouveaux États membres. Espace Schengen, espace de libre circulation des personnes entré en application en 1995. Dans ce chapitre, on va donc se demander comment et au nom de quelles idées s'est construite l'Union européenne. Bien entendu, ce chapitre n'est qu'une continuité de ce qu'on a déjà fait avant. Donc au cycle 4 en troisième, on a déjà fait chapitre 1 et 3 sur les deux guerres mondiales qui ont affaibli la plupart des pays européens. Ensuite, on a également étudié la guerre froide et l'organisation du monde selon une logique bipolaire. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe depuis 1945, comment certains pays décident de construire une Europe unie. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à savoir expliquer dans le contexte de la guerre froide les étapes et les enjeux de la construction européenne, savoir les situer dans leur contexte international et les aborder à partir de réalisations concrètes. Connaître et utiliser les repères du traité de Rome en 1957, du traité de Maastricht en 1992. Voilà. Regardez un petit peu ici la caricature que je vous ai mise. Vous éviteront l'écrasement. En fin de compte, là au milieu, c'est l'Europe qui va se créer pour justement être indépendante par rapport aux autres et également éviter de se faire écraser par eux. Grand 1. Affirmation et mise en œuvre du projet européen depuis 1945. Alors attention, pour la pièce de l'euro, n'oubliez pas que la monnaie européenne en pièces n'est arrivée réellement qu'en 2002. Même si
la monnaie européenne existait déjà, mais de manière numérique. Donc, problématique générale, comment et au nom de quelles idées s'est construite l'Union européenne? Grand A, le contexte de la construction européenne depuis 1945. Comment s'est construit justement ce projet européen? Donc là, on va travailler avec votre livre, page 128-129, la construction européenne depuis 1945. Je me repère dans le temps et dans l'espace. Donc question 0, je vous ai rajouté 2 documents en plus, documents fichiers. Qui est Robert Schuman? Qu'est-ce que la CK et quel est son véritable but? Pourquoi la CK? L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire, donc qui dure depuis des siècles, de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette proposition réalise les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Déclaration de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, le 9 mai 1950. Ici, vous avez également une affiche sur la communauté européenne du charbon et de l'acier qui explique que c'est également le premier emprunt public européen en France qui permet en fin de compte d'équilibrer et de protéger le secteur secondaire avec le charbon et l'acier qui est la base en fin de compte de tout le secteur secondaire. Donc voilà, qui est Robert Schuman d'après tout cela? Et qu'est-ce que la CK? Donc Robert Schuman est ministre des Affaires étrangères français de 1947 et 1952. Le 9 mai 1950, suivant l'idée de son ami Jean Monnet, il propose la création de la CK et négocie ensuite le traité qui l'institue en 1951. Le 9 mai, date du discours que je viens de vous lire en partie, est devenue la journée de l'Europe du coup. Voilà. Donc Robert Schuman était un homme d'État français et est considéré comme l'un des pères de la construction européenne. Quel est son véritable but? La CK est le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc liant les pays entre eux. Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'elle les lie économiquement? Pour éviter qu'il y ait de nouveau une guerre. Voilà. Donc son véritable but est de lier les deux États de la France et de l'Allemagne et ainsi empêcher l'éclatement d'un nouveau conflit. Ce lien est aussi économique en créant un marché unique. Elle évoluera sous l'appellation de Communauté économique européenne en 1957. Question 1, document 1. Quels sont justement les états fondateurs de la CEE? Donc ça, comme vous avez compris, au départ, on était 6. États fondateurs de la CK, puis de la CEE. Vous voyez juste ici. Donc les États membres de la CEE sont bien 6, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg. Avec la CEE, on va au fur et à mesure, bien entendu, s'élargir. Donc attention, parce que là, la question, c'était vraiment les membres fondateurs, pas tous les membres élargis que l'on voit ici. De question de documents 1 et 2. Dans quelle direction l'Europe s'est-elle élargie entre 1957 et 1989, puis entre 1989 et 2013? Donc là, on est vraiment dans la lecture de cartes. Il faut vraiment que vous analysiez la légende. Donc 1957 et 1989, c'est ce qu'on voit ici. Donc 1957, c'est le document juste avant. Donc c'est ce qu'on voit ici en plus foncé. Voilà. Et après 1989 et 2013, c'est ce qu'on va voir avec ce dégradé de bleu. Voilà. Donc en fin de compte, l'Europe s'élargit en direction du nord, puis de la Méditerranée, ce qui correspond d'une part à l'évolution des relations politiques entre les pays d'Europe, mais aussi au progrès de la démocratie. Dès 1989, en effet, la chute de l'URSS voit l'intégration des pays de l'ex-bloc soviétique en voie de démocratisation. En 1990, la réunification de l'Allemagne, puis les États d'Europe centrale et orientale et les 2 îles méditerranéennes de Malte et Chypre, auxquelles se rajoutent la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie en 2013. Question 3. De quand date la mise en circulation de l'euro? On a parlé, il y a 2 documents juste, donc je pense que ça sera assez rapide. Donc 2002 en effet, mais ça, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas déjà avant. Donc l'euro sous forme de monnaie fiduciaire, donc monnaie trébuchante, monnaie véritable,
que l'on peut toucher, est mise en circulation le 1er janvier 2002. Cependant, elle est en usage depuis 1999 pour les transactions financières européennes. Il succède à l'ECU, l'unité de compte européenne, mise en service en 1979. Question 4. Tous les États de l'Union européenne appartiennent-ils à la zone euro et à l'espace Schengen? Est-ce qu'aujourd'hui, l'euro, est-ce qu'on peut payer en euros partout, en euros en tant que pièce, partout dans la zone euro et dans l'espace Schengen? Voilà. Donc on se rend compte que pas forcément, en effet, pas tous, mais une majorité. Nous avons une Europe à plusieurs vitesses. Espace Schengen sans le Royaume-Uni, l'Irlande, Chypre, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie, l'Eurogroupe, la zone euro à 17 sur 28. Et avec l'histoire du Royaume-Uni en plus qui est sorti de la zone euro, aujourd'hui c'est encore plus compliqué. De l'Union européenne. Question 5, document 3. Qui élit le Parlement européen d'après ce document? Donc là, on fait également de l'EMC. Regardez un petit peu. Donc depuis 1979, les députés au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct. Le traité de Maastricht renforce les pouvoirs du Parlement en matière de vote des lois et du budget. Donc en effet, de quoi est-ce qu'on se rend compte? Regardez le document ici. Donc en fin de compte, les députés du Parlement européen sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Ce sont des élections multinationales. Ils représentent les peuples européens. Trace écrite donc, dans l'après-guerre, le contexte est favorable à une union des pays européens. L'Europe a été marquée par les 2 guerres mondiales. En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme est important et les Européens veulent un avenir pacifié, donc en paix, démocratique et prospère. La guerre froide, qui débute en 1947, incite par ailleurs l'Europe occidentale à se rassembler pour mieux faire face à la menace soviétique. Les États-Unis de Truman soutiennent activement ces initiatives. Une Europe unie et prospère serait, à leurs yeux, le meilleur rempart contre la contagion communiste. Les premières réalisations européennes apparaissent au début des années 1950. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, influencé par Jean Monnet, propose la mise en commun de la production du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne et d'autres pays qui souhaiteraient les rejoindre. Ce discours est considéré comme le premier pas vers la construction européenne. Voilà. En 1951, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, est donc créée. Elle réunit la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg et institue le marché commun du charbon et de l'acier. En 1952, la France lance l'idée d'une communauté européenne de défense, la CED. Il s'agirait de constituer une armée européenne sous l'autorité d'un ministre de la Défense commun aux 6. Le projet, qui s'inscrit dans le contexte de l'intensification de la guerre froide avec la guerre de Corée depuis 1950, suscite un vif débat, notamment en France, où l'on craint la résurgence du militarisme allemand. Le projet est finalement rejeté par le Parlement français en 1954. Définition dans votre livre, approfondissement, donc intensification des liens et de la coopération entre les États européens. Citoyenneté européenne donne le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et d'y bénéficier du droit d'éligibilité et de vote aux élections municipales et européennes. Rappelez-vous qu'on a une double citoyenneté, voire triple pour certains. D'accord? Donc citoyenneté française, européenne, et donc pour certains d'entre vous, israélienne en plus, puisque ça dépend des pays qui, soit ils acceptent d'avoir une multiple citoyenneté, soit pas. J'en étais où? Donc, il bénéficie du droit d'éligibilité de vote aux élections municipales et européennes. Et enfin, marché commun, espace économique caractérisé par la libre circulation des marchandises et des services entre les États membres. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. On traitera du traité de Maastricht au prochain cours. Je vous ai déjà tout digéré. Bon travail à tout le monde et continuez à bien vous protéger et à faire attention à vous.